Les frottements secs. En physique, on essaye d'étudier comment tout fonctionne dans l'univers. Rien que ça. Et franchement, l'univers, il est vaste, mystérieux et complexe. Du coup, en physique, même si on a des grandes ambitions, on va souvent simplifier notre étude des phénomènes. Et tu l'as sûrement vécu dans ta vie, quand on étudie un cas de mouvement d'un objet soumis à des forces, on a souvent tendance à rajouter la petite anecdote on néglige les frottements. Alors, c'est gentil de nous simplifier les calculs dans certains cas de figure, mais il faut bien se l'avouer, un monde sans frottement, ce serait absolument abominable. Ce ne serait pas comme une patinoire, ce serait bien plus compliqué. On n'arriverait pas à marcher, à courir, à freiner, on se planterait tout le temps. Tous les objets qu'on essayerait de saisir nous glisseraient entre les doigts, il n'y aurait plus que des forces perpendiculaires et plus aucune force parallèle à des surfaces. Donc, ces chers frottements, même si on vous néglige souvent dans les cours de physique, je pense que c'est le moment de vous mettre à l'honneur et de vous dédicacer cet épisode. Les frottements. C'est parti. Alors, pour être tout à fait honnête, quand on parle de frottements en physique, on distingue généralement deux catégories. Les frottements secs et les frottements visqueux. Les premiers sont ceux qui s'opèrent entre deux corps solides. Ils sont assez simples à étudier et c'est d'eux dont on va parler aujourd'hui. Les frottements visqueux, par contre, ils ont lieu quand deux objets lubrifiés sont en contact ou quand un objet est en mouvement dans un fluide. Donc concrètement, si tu étudies les frottements exercés par le sol sur un meuble que tu essaies de déplacer dans ta chambre, tu étudies du frottement sec. Si tu étudies les frottements dans l'air d'un objet qui tombe ou les frottements dans l'eau d'un nageur, tu étudies des frottements visqueux. Et vraiment, c'est bien plus compliqué d'étudier les frottements visqueux. Donc, pas pour aujourd'hui. Alors, repense du coup à ce meuble que tu essaies de déplacer dans ta chambre. Imagine que toi, tu pousses dessus de toutes tes forces. Les forces de frottement, elles s'opposent à ton effort. Et là, tu mets le doigt sur la première notion importante. Les forces de frottement s'opposent toujours au mouvement relatif entre les systèmes qui sont en contact. Donc si le meuble se déplace vers la droite, eh bien le sol exerce sur le meuble une force de frottement vers la gauche. Mais elle vaut combien cette force de frottement? Eh bien, tant que le meuble est immobile, on a des infos en main pour le savoir. Si un objet est à l'équilibre, c'est que la somme des forces qui s'exercent dessus vaut 0. Donc repensons 2 secondes aux forces qui s'exercent sur ce meuble. Perso, moi j'en vois 4. Comme d'hab, on a la gravité vers le bas, verticalement. Et puis, pour empêcher le meuble de tomber en chute libre vers la terre, on a la résistance du sol R vers le haut. Et puis, la force F que tu exerces pour mettre le meuble en mouvement. Et finalement, la force de frottement exercée par le sol sur le meuble. Donc, si le meuble est immobile, tu sais que la somme des forces exercées dessus doit valoir 0. Donc, verticalement, la résistance du sol doit être égale en grandeur à la gravité. Et horizontalement, le frottement du sol est égal en grandeur à la force que toi tu exerces dessus. Mais ça implique que si tu pousses plus fort, mais toujours pas assez fort pour mettre le meuble en mouvement, la force de frottement, elle aussi, est devenue plus forte. Cette force de frottement a donc une grandeur variable en fait. Si tu pousses légèrement, elle s'oppose légèrement. Si tu pousses plus fort, elle s'oppose plus fort. Encore plus fort, et si tu finalement pousses suffisamment fort, tu finiras par exercer une force plus importante que les forces de frottement, et le meuble se mettra en mouvement. Bravo! Non seulement tu as réussi à déplacer ton meuble, mais tu viens de comprendre les propriétés de cette première forme de frottement, le frottement sec statique. Il s'exerce entre deux corps immobiles l'un par rapport à l'autre, ici le sol et le meuble. Sa grandeur varie, mais elle connaît une limite, au-delà de laquelle on va observer du mouvement. On symbolise ça donc comme la force de frottement, FF, est inférieure ou égale à quoi? Eh bien, en fait, cette valeur, elle dépend de 2 paramètres. Intuitivement, tu peux peut-être t'en rendre compte, elle dépend de la nature des surfaces qui sont en contact. Par exemple, c'est plus difficile de déplacer un meuble sur un sol en tapis que sur un sol en carrelage. Et elle dépend aussi, deuxièmement, de la force de résistance qui s'exerce sur l'objet à déplacer. Par exemple, les frottements secs seront plus importants si le meuble à déplacer est très lourd. Mais ça ne dépend pas nécessairement du poids. Par exemple, si on prend un autre cas de figure, si tu tiens
entre tes mains une boîte, eh bien, la raison pour laquelle la boîte ne tombe pas, c'est à cause du frottement entre la boîte et tes mains. Et bien, pour mieux sécuriser la boîte et éviter qu'elle ne glisse, tu peux la serrer plus fort, et exercer une force de résistance plus forte sur la boîte. Donc, la force de frottement sec statique, elle dépend de ces deux facteurs. La nature des deux surfaces en contact, qu'on représente par le coefficient de frottement sec statique, symbolisé par la lettre grecque mu, avec l'indice S pour statique, et la grandeur de la force de résistance exercée sur l'objet qu'on essaie de déplacer, R. Alors, pour les unités, on sait qu'une force de frottement, tout comme une force de résistance, ça s'exprime en newton. Et donc le coefficient de frottement, en fait, c'est un nombre sans unité. Ok, top. Le frottement sec statique, c'est fait. Mais une fois que ton meuble est en mouvement, on ne peut plus parler de frottement statique. Mais c'est pas comme si les frottements avaient disparu pour autant. Non, on a maintenant des frottements secs dynamiques. Et par expérience, on se rend compte que c'est très similaire en fait au frottement statique, mais un peu plus facile. Parce que les frottements secs dynamiques, ils dépendent des mêmes paramètres, la nature des surfaces et la force de résistance, mais ils restent constants dès que l'objet est en mouvement, peu importe sa vitesse même. Et donc, on a la force de frottement sec dynamique, qui est cette fois égale au coefficient de frottement sec dynamique, mu d, fois la force de résistance exercée sur l'objet R. Alors, pour essayer de mettre du sens dans ce qu'on est en train de voir ici, pourquoi est-ce qu'il existe en fait des forces de frottement? C'est quoi leur cause? Eh bien, si tu pouvais voir avec un zoom super puissant la surface des matières, tu verrais que même si des choses ont l'air lisses à l'œil nu, toute surface présente en fait plein d'irrégularités. Et en plus, ces surfaces peuvent même s'emboîter et même former des liaisons intermoléculaires. Faibles, hein, mais des liaisons quand même. Donc, pour déplacer un objet, il faut vaincre cet effet d'obstacle qui freine son passage à cause de toutes ces aspérités. Et donc, le niveau d'irrégularité et d'affinité entre les surfaces explique les coefficients de frottement qu'on détermine expérimentalement. Non seulement ça, mais il y a plus à vaincre pour mettre l'objet en mouvement que pour qu'il continue son mouvement. Du coup, les coefficients de frottement dynamiques sont toujours plus faibles que les coefficients de frottement statiques. Par exemple, un pneu sur de l'asphalte a un coefficient de frottement dynamique de 0,65 et un coefficient de frottement statique de 0,75. Tandis que si un pneu frotte sur du verglas, le coefficient de frottement dynamique est de 0,05 et le coefficient de frottement statique est de 0,10. Du coup, plus difficile de freiner sur une route verglacée. C'est pour ça qu'on dérape.